Une fois n'est pas coutume, je vais commencer le cours d'aujourd'hui en faisant amende honorable. Une collègue assyriologue, cinéphile de surcroît, m'a fait observer que la semaine passée, quand j'avais évoqué l'impossibilité pour un roi de prêter serment par lui-même, j'avais attribué la phrase « I myself » à Charlie Chaplin dans The Great Dictator. Eh bien, c'est faux. En réalité, cette séquence, elle figure au début d'un film légèrement postérieur, To Be or Not To Be, d'Ernst Lubitsch. Ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas vu, je recommande ce film, et ça m'apprendra à faire des digressions non préparées, donc merci, Nele. Et cette erreur de référence étant corrigée, nous allons pouvoir passer au thème prévu pour cet avant-dernier cours, à savoir les échanges de biens et de femmes dans le cadre des alliances. C'est un fait reconnu, les cadeaux entretiennent l'amitié. Entre les rois du Proche-Orient ancien, ces échanges portaient non seulement sur des biens, mais aussi sur des personnes, essentiellement donc des femmes. Et donc nous allons voir comment de tels échanges jouaient un rôle essentiel avant et après les alliances. On commence donc par les échanges de biens. De même que les échanges de messagers, les échanges de présents entre les rois étaient la marque de bonnes relations et l'un allait souvent avec l'autre, comme le montre cette lettre de Tushratta retrouvée à El Amarna, au roi de Canaan, serviteur de mon frère, c'est-à-dire du roi d'Égypte, à qui on fait allusion dans cette lettre. Ainsi parle le roi. Avec la présente, j'envoie Achiya, mon messager, en hâte et d'urgence auprès du roi d'Égypte, mon frère. Personne ne doit le retenir, fournissez-lui un sauf-conduit pour l'Égypte et remettez-le au commandant de forteresse de l'Égypte, qu'il fasse route immédiatement, et en ce qui concerne ses présents, il ne doit rien. Donc il fallait, d'une part, conduire ce messager le plus vite possible jusqu'au poste frontière avec l'Égypte, et vous remarquez la note finale, au contraire des biens commerciaux, en effet, les cadeaux entre rois ne devaient pas être taxés en route. Alors cette question de la différence de nature entre commerce d'un côté, échange de présents entre rois de l'autre, a donné lieu à une très importante littérature, et je me bornerai à citer quelques titres. Pour l'époque amorite, l'article de François Le Rouxel, qui date déjà, mais qui reste toujours la référence. En ce qui concerne l'époque d'El Amarna, vous avez à la fois le livre de Mario Liverani, auquel j'ai déjà fait allusion, Prestige and Interest, et puis, de façon plus précise, l'ouvrage de Madame Kochavi-René sur les cadeaux royaux, essentiellement donc à partir des documents de l'époque d'El Amarna. Donc, on a affaire à des échanges de présents et non pas à du commerce. Néanmoins, il était implicitement entendu qu'un don de la part d'un roi supposait un contre-don de la part de son homologue. Et parfois, les demandes sont explicites, comme dans cette lettre adressée par le roi d'Alachia, Chypre, au roi d'Égypte. « Dis au roi d'Égypte, mon frère, message du roi d'Alachia, ton frère, le cadeau d'hommage à mon frère est de 5 talents de cuivre, 5 équipes de chevaux. Avec la présente, je te dépêche en hâte le messager de mon frère. Maintenant, que mon frère laisse partir en hâte que je m'informe de la santé de mon frère. Tout ce que tu désires, inscris-le sur une tablette afin que je puisse te l'envoyer. Envoie-moi de l'argent purifié, que mon frère dépêche mon messager sans délai. » Donc on voit un envoi de cuivre et de chevaux de la part du roi d'Alachia, qui attend en retour de l'argent et propose de fournir ensuite ce que le pharaon lui demandera. Et bien entendu, dans ces échanges, on tient le plus grand compte des particularités locales, ce que chaque roi peut donner et que l'autre a du mal à se procurer chez lui ou dans ses environs immédiats. On a parfois des demandes un peu inhabituelles, comme dans cette lettre du roi de Carchemish au roi de Mari, donc là on remonte au XVIIIe siècle. « Dis à Zimrilim, ainsi parle Yatarami, ton fils. J'ai appris que tu allais offrir le sacrifice d'Ishtar. Voici donc que je fais porter un habit de Yamrad, une ceinture couleur de Dourchoum et un vase d'argent pour les libations de mon père. » Donc là, c'est l'envoi d'un cadeau dans le cadre
de la plus grande cérémonie religieuse annuelle au royaume de Marie. Et la lettre continue. En outre, au sujet des bois pour lesquels mon père m'a écrit, dans le pays, des troubles se sont produits. On a coupé les bois là où ils s'en trouvaient, ou, alors il faut supposer quelque chose, trouverais-je suffisamment de bois pour en envoyer, c'est cassé. Lorsque le Dieu aura établi la lumière pour le pays, donc calmer les troubles, je ferai porter tous les bois que mon père me dira. Autre chose encore, je n'ai jamais exprimé un désir à mon père. On a affaire à un roi qui vient de monter sur le trône. J'ai toujours apprécié un habit acadien. Aussi me faudra-t-il écrire continuellement à mon père au sujet d'un habit ? À présent, s'il plaît à mon père, que mon père me fasse amener des tisseuses avec une provision de laine, afin que je n'importune plus continuellement mon père pour mon habit. Donc vous voyez que la lettre fait d'abord état du cadeau envoyé par Yatarami à Zimrilim, et le roi de Carchemish s'excuse de ne pouvoir pour l'instant envoyer également le bois qui avait été demandé. Et donc en échange, il souhaiterait des habits de style babylonien, et il a cette suggestion amusante, pour éviter des commandes réitérées par la suite, plutôt que l'envoi de vêtements, il préférerait recevoir des tisseuses et de la laine, et donc on peut dire que cette demande anticipe sur la sagesse de Confucius, quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson. Un autre moment privilégié pour l'envoi de cadeaux était constitué par une victoire. Je me limiterai à citer ce document comptable qui enregistre l'envoi de 3 objets précieux, dont une arme d'apparat, et qui précise « cadeau envoyé à Hammurabi, roi de Babylone, quand il a pris Larsa ». Alors pour nous, évidemment, l'intérêt du document, c'est avant tout que, comme tous ces textes administratifs, il comporte une date très précise qui permet de fournir un terminus antequem pour la date de la prise de Larsa. Et on voit en même temps, du point de vue de l'histoire diplomatique, que le roi de Marie félicite son allié babylonien pour sa victoire sur le roi de Larsa, à laquelle d'ailleurs ses propres troupes avaient contribué. On a là affaire aux échanges ordinaires entre alliés, si je puis dire, mais les cadeaux jouaient un rôle particulièrement important au moment même de la conclusion des alliances. On a vu qu'à l'époque paléo-babylonienne, la mort d'un roi était un moment crucial puisque les alliances qu'il avait conclues prenaient fin avec son existence. Mais avant de solliciter son successeur, les autres rois commençaient par envoyer des présents pour l'enterrement du roi défunt. Et c'est ensuite seulement qu'ils envoyaient des cadeaux au nouveau roi, accompagnés par une proposition d'alliance. Ce délai, on peut le voir, par exemple, dans la comptabilité des présents envoyés par Zimrilim à Alep. On a un texte administratif, retrouvé donc dans le palais de Marie, qui enregistre d'abord l'envoi depuis Terka d'un objet précieux à l'occasion du décès du roi d'Alep, Yarimlim. Une arme catapoum en argent, dont les yeux et la cheville sont en or, pour le tombeau de Yarimlim. Donc l'envoi a été effectué à Terka le 18, et la suite de la tablette permet de voir qu'on est au mois 8 de l'année 10 de Zimrilim. Et donc là encore, on peut avoir ce terminus antequem pour la date de la mort du roi d'Alep. Et la même tablette qui enregistre cette dépense, un peu plus loin, enregistre aussi l'envoi d'un présent au nouveau roi d'Alep, qui a été effectué le 16 du mois 9, donc 4 semaines plus tard. Un disque solaire d'or fin pesant 48 cycles envoie Shubultum à Hammurabi, roi du Yamhad. Alors, voici un exemple avec ce médaillon de Dilbat d'un disque solaire tel que celui qui a pu être envoyé. Bien entendu, celui qui est parti de Marie pour Alep, on ne le connaît pas. Mais ce qui est intéressant, c'est la symbolique qu'on a dans un tel présent, puisqu'on sait que la cérémonie de l'avènement comportait un moment où le roi était comparé au soleil levant et il mettait fin au deuil dans son pays. Et donc le fait qu'on envoie un disque solaire, ça n'est certainement pas dû au hasard. Là, on a une symbolique qu'on peut repérer. Il y a d'autres cas où on la soupçonne, mais elle n'est pas toujours aussi évidente.
Et donc vous voyez qu'il y a un délai de 4 semaines entre le cadeau pour la tombe du roi défunt et le cadeau pour son successeur. Eh bien, cette durée pourrait bien correspondre à la période de deuil qui était observée entre la disparition du précédent souverain et l'avènement de son successeur. On a d'autres indices qui vont dans le même sens. C'est donc après l'enterrement du roi défunt que les cadeaux et les propositions d'alliance arrivaient au nouveau roi. Alors, on en a différents exemples. Peu après qu'Atamroum soit devenu roi d'Andarig, Hammurabi de Babylone lui a dépêché 2 émissaires chargés de présents, et on possède une copie de la lettre de remerciement du nouveau roi. Je crois l'avoir déjà citée antérieurement, je la reprends dans ce contexte. Shu-Ishtar et Marduk Mushalim, les serviteurs de mon père, sont arrivés chez moi, écrit donc Atamroum. Ils m'ont transmis des nouvelles de mon père. J'ai fait très attention aux nouvelles que mon père m'a écrites. J'ai vu les cadeaux que mon père m'a fait porter par ses dignitaires, habits, parures vestimentaires, turbans, trônes, etc. Et je me suis beaucoup réjoui. J'ai porté les habits et la parure vestimentaire et je me suis assis sur le trône que mon Seigneur m'a fait porter. Je ne cesse de prier pour mon père. Et la suite de la lettre porte sur une proposition de traité qui accompagnait ces cadeaux. On en a d'autres exemples. Ainsi, Hammurabi de Kourda a-t-il reçu de Zimrilim un trône et des habits, très vraisemblablement peu après son avènement. Et donc, il remercie ainsi le roi de Mari, dit à mon père Zimrilim, ainsi parle Hammurabi ton fils, précédemment, quand Zimri-Harar m'a apporté le trône, l'habit, la parure vestimentaire et le cadeau que mon père m'avait fait porter, je m'en suis réjoui. Donc, quelque chose de très analogue. On a l'impression de formules presque toutes faites dans la correspondance royale de l'époque. Et dans la suite de la lettre, ce qui est intéressant, c'est que le nouveau roi de Kourda explique qu'il a subi des pressions de la part du roi touroukéen Zaziya, qui résidait à Tsarbat, donc pas loin de Kourda, et qui aurait voulu que Hammurabi lui rende d'abord visite avant de se rendre à Mari. Un dernier exemple, lorsque Shubram a été installé comme roi dans le triangle du Rabour, eh bien, il a rendu compte des événements à Zimrilim dans ces termes. Dis à mon père Zimrilim, ainsi parle Shubram ton fils, je vais bien, je suis arrivé en pleine paix, le pays tout entier faisait des vœux pour mon père Zimrilim. Comme je m'étais installé sur le trône d'or, mon serviteur rassembla le Yaptour tout entier et il se prosterna à mes pieds. On peut penser que ce trône d'or évoqué par Shubram dans cette lettre lui avait été offert par Zimrilim, qui l'avait soutenu pour l'aider à monter sur le trône. C'est du moins ce que l'analogie avec les autres documents qu'on a permet de s'imaginer. Et en effet, l'envoi d'un trône par un souverain qui offre la conclusion d'une alliance à un roi juste après l'avènement de celui-ci est explicite dans la lettre du roi d'Eshtuna Ibalpiel II à Zimrilim. Voici que je te fais porter un grand trône, un signe de la royauté, siège sur ce trône, que les rois tes voisins le voient et qu'ils constatent qu'Eshtuna est ton grand allié. Alors, je serais bien incapable de vous dire en quoi un trône offert par le roi d'Eshtuna permet aux autres de voir que c'est quelque chose qui vient d'Eshtuna. Est-ce qu'il y avait des figures particulières, par exemple, sur ce trône? Là, malheureusement, on n'a aucune information à ce sujet. Est-ce que c'est simplement parce que les gens vont se dire « Oh là là, quel beau trône !» Et alors, à ce moment-là, on va se dire « Oui, c'est un envoi du roi d'Eshtuna. » Ah, mon Dieu, bon. Là, on en est réduit au roman, donc je m'arrête là dans les hypothèses. Et il y a un dernier exemple qui montre bien qu'on a affaire à une structure régulière, qui est la suivante. On a cette scène, n'est-ce pas? Les messagers babyloniens ont apporté à Ascouradou un trône, des habits, une parure vestimentaire et une arme gamloum. Et un autre passage de cette lettre inédite a été cité par Jean-Marie Durand, et on voit bien qu'on est au moment où se nouent les alliances au début du règne d'Ascouradou à Karana, puisque j'ai déjà cité la suite. Lorsqu'Ascouradou eut immolé l'anneau d'alliance, son pays s'est réuni autour de lui et lui a tenu ce discours. Désormais, tu fais hommage à Zimrilim seulement, c'est lui seul qui est notre Seigneur et Père. Donc, le contexte de ce cadeau est clair, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc que c'est avec Zimrilim qu'Ascouradou a conclu une alliance,
Mais on voit en même temps que Hammurabi de Babylone, en lui envoyant des présents somptueux à Ascouradou, dont un trône, essayait manifestement de détourner Ascouradou de cette alliance en sa faveur. On a vu le même jeu par rapport à Atamroum tout à l'heure. Et il faut dire que finalement, en effet, Hammurabi a réussi à mettre toute cette région, Andarig, Karana, sous sa coupe tout à fait à la fin du règne de Zimrilim et à maintenir pendant quelques années ensuite sa mainmise sur cette région. Alors, j'ai cité surtout des lettres, mais il y a aussi des documents comptables qui documentent ce genre de présent. Par exemple, vous avez ce texte, un Abi-Utba de première qualité, un Tapi Mardatum, un châle en lin, apport Shuruptum de Rimdiya, roi d'Andarig, transmission à Sharkasummatum à Yarbinassou. Ici, c'est un cadeau qui est envoyé par Rimdiya, et c'est le texte le plus ancien qui nous le documente comme roi d'Andarig. Et cet apport qui a été fait au roi de Mari est arrivé à ce dernier alors qu'il était donc dans cette ville de Yarbinassou, conceître dans la région d'Ashlaka. Ça signifie par conséquent que le nouveau roi d'Andarig souhaitait entretenir de bonnes relations avec le roi de Mari, alors que la fin du règne de son prédécesseur Atamroum avait, disons, été relativement troublée. Un point supplémentaire, c'est la question des cadeaux qui sont fixés lors de l'alliance. Il pouvait en effet arriver que le montant de cadeaux réguliers soit notifié par un accord entre les rois au moment même de la conclusion de leur alliance. On parle dans ce cas-là souvent de tribus. C'est le cas des traités inégalitaires comme celui conclu entre le roi hittite, Suppiluliuma, et le roi d'Ougarit, Nikmadou II. Ainsi parle Mont-Soleil, Suppiluliuma, grand roi, roi du Hatti, héros. Ensuite, vous avez un long préambule historique que j'ai sauté, et le texte reprend en ces termes. À présent, Suppiluliuma, grand roi, roi du Hatti, a noué l'accord suivant pour Nikmadou, roi d'Ougarit. Ton tribut Biltoum au soleil, le grand roi, ton seigneur, sera de 12 mines 20 cycles d'or, une coupe d'or pesant une mine, principale du tribut, 4 pièces de lin, une grande pièce de lin, 500 cycles de laine bleue et 500 cycles de laine pourpre, au soleil, le grand roi, son seigneur. Et ensuite, vous avez une liste tout aussi détaillée concernant les présents pour la reine, pour le prince héritier, pour le chef scribe, pour le grand écuyer, quelques autres dignitaires. Et à la fin, vous avez cette notation, parmi les grands qui sont auprès du soleil, grand roi son seigneur, il n'en est pas d'autre le jour où Nikmadou apportera son tribut, à qui Nikmadou soit tenu de remettre un cadeau. À l'inverse, le refus d'accepter des présents constitue parfois une clause d'un traité. C'est le cas dans l'alliance qui a été conclue entre un roi hittite et le roi du Kizzuwatna, Sunasura. On a déjà fait allusion à ce texte. Le roi du Kizzuwatna était en effet auparavant allié aux Ourites du Mitanni, et au moment de la conclusion du traité, il passe dans l'orbite des Hittites. Et donc le texte envisage le cas où le roi du Mitanni voudrait se réconcilier avec les Hittites sur le dos du Kizzuwatna. La clause est ainsi formulée: si le roi des Hittites, donc le roi mitanien, stipule sous serment par les dieux « Mon soleil devra échanger des présents avec le roi des Ourites », mais qu'ensuite le roi des Ourites ne renonce pas à ses prétentions sur Sunasura, moi, mon soleil, déclare le roi hittite, je n'accepterai pas son présent. Donc la nouvelle alliance, elle est établie de façon fixe, et le roi hittite renonce à revenir sur cet accord, même si le roi du Mitanni lui fait des avances et lui envoie des cadeaux. On sait qu'à l'époque paléo-babylonienne, les traités dont nous possédons une version écrite n'ont pas forcément été ratifiés puisqu'il s'agissait de propositions. Et la meilleure façon de vérifier que les rois sont allés jusqu'au bout du processus, c'est de regarder la comptabilité des présents. Alors,
Je prendrai le cas de l'alliance entre Zimrilim et Ibal-Piel d'Eshnouna. Vous vous rappelez que nous avons le texte du serment qui devait être prêté par Zimrilim, mais on a aussi de nombreuses lettres qui montrent que dans son entourage, un certain nombre de gens lui conseillaient de ne pas conclure cette alliance, en particulier des prophètes qui prétendaient au moins parler au nom de certains dieux, avec ce proverbe fameux « sous la paille coule l'eau », les promesses du roi d'Eshnouna sont trompeuses, et donc on pourrait légitimement se demander est-ce que cette alliance a fini par être conclue ou pas ? Eh bien, nous avons la réponse, c'est oui, parce que dans toute la comptabilité du palais de Marie, le seul moment où on voit Zimrilim envoyer des cadeaux au roi d'Eshnouna, ce sont des cadeaux qui datent précisément de la fin de l'année 5, c'est-à-dire du moment où cette alliance a été conclue. Alors on a un premier billet qui émane de ce qu'on pourrait appeler le bureau des textiles, avec un petit texte qui est repris dans un récapitulatif. On voit 2 vêtements Tadiyatoum qui ont été envoyés à Ibal-Piel, roi d'Eshnouna, et ce sont des vêtements particulièrement rares et précieux. Et par ailleurs, dans la comptabilité de la vaisselle de luxe, on a un texte qui montre que des vases d'argent à tête d'animaux, des sortes de ritons qui étaient assez classiques à l'époque, qui ont été pesés selon les étalons royaux, un travail dont on nous dit qu'il a été commandé aux orfèvres Yashub Bachar et Idin Roubour, eh bien ces vases ont été envoyés à Ibal-Piel, le roi d'Eshnouna, par l'intermédiaire de Darish Libour. Et vous avez, ce qui est intéressant, une date, le 10 du mois 12 de l'année 5 de Zimrilim, qui correspond à une semaine près à la date qu'on trouve à propos de l'envoi des textiles. Donc il s'agit bien d'un lot de présents qui sont envoyés à ce moment-là jusque dans la capitale de la Diyala. Mais les relations semblent s'être très vite distendues entre les nouveaux alliés, et on sait que finalement Zimrilim s'est joint aux troupes élamites et babyloniennes qui se sont emparées de la ville d'Eshnouna quelques années plus tard. Les cadeaux entretiennent l'amitié, ai-je rappelé au début de ce cours, mais il faut aussi avouer qu'ils peuvent parfois perturber les relations. Et on a un très bel exemple à Marie que je ne pouvais pas ne pas citer cet après-midi. C'est une lettre du roi de Katna à Ishmedagan, le fils de Samsi-Adou. Dis à Ishmedagan, ainsi parle Ishri-Adou, ton frère. Voici une affaire dont on ne devrait pas parler. Mais en réalité, il faut que j'en parle et que je soulage mon cœur. Ça, c'était extraordinaire comme début et tout à fait atypique. Tu te comportes en roi souverain, toi. Tu m'as réclamé les 2 chevaux blancs que tu voulais et je te les ai fait envoyer. Or, ces 20 mines d'étain que toi, tu m'as fait porter, tu ne dois certes pas avoir de désir sans m'en parler tout uniment. Cependant, tu m'as fait porter là bien peu d'étain. Si au moins tu ne me faisais rien porter. J'en atteste le Dieu de mon père. Même si mon cœur s'en fût offusqué, le prix de ces chevaux maintenant chez toi, chez nous à Katna, est de 600 cycles d'argent leur valeur. Voilà que toi, tu m'as fait porter 20 mines d'étain. Celui qui la prendra, que dira-t-il ? Ne se moquera-t-il pas de nous ? Donc là, on est au niveau de l'honneur, on n'est pas au niveau de la valeur commerciale. Cette maison-ci est ta maison. Que manque-t-il dans la tienne ? Un frère ne donne-t-il pas à un frère ce qu'il désire ? Si au moins tu ne me faisais pas porter d'étain, mon cœur n'aurait pas eu à s'offusquer. Ce n'est pas toi le roi souverain. Pourquoi as-tu fait cela ? Cette maison-ci est ta maison. Donc on voit qu'Ishri-Adou enfreint un tabou, il le dit clairement au début de sa lettre, tellement il est en colère, mais sa colère ne l'aveugle pas complètement, et selon l'interprétation excellente de ce texte par François Le Rouxel, dans l'article que j'ai cité tout à l'heure, je cite, « Il prend soin de réciter les passages obligés du Code, ce sont les passages qui sont en italique, pour en quelque sorte atténuer la transgression à laquelle il est en train de se livrer par ailleurs. » D'où le caractère très heurté du texte, puisqu'il fait un pas en avant, un pas en arrière, il récrimine et puis il reconnaît qu'il ne devrait pas. Et là, je dirais qu'on a affaire à nouveau à une lettre qui me semble dictée sous le coup de l'émotion, parce qu'un scribe à qui on aurait donné des instructions pour composer une lettre s'y serait sans doute pris autrement. Et
On va voir un autre exemple de rédaction mieux maîtrisée pour des circonstances qui sont à peu près analogues. Il s'agit, quelques siècles plus tard, de la lettre du roi babylonien Burnaburiash au pharaon Aménophis IV. Et tout ce que mon frère désire, que mon frère me l'écrive simplement, afin qu'on puisse le chercher dans la maison. Ayant entrepris une œuvre, j'écris à mon frère, que mon frère m'envoie beaucoup d'or de qualité, afin que je puisse l'employer pour mon œuvre. On ne sait pas ce que c'est que ce travail. Est-ce que c'est la décoration d'un bâtiment ou autre? En tous les cas, comme d'habitude, on réclame de l'or aux Égyptiens. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la suite. Mais l'or que mon frère m'enverra, veuille mon frère n'en remettre le soin à aucun délégué, mais que mon frère en fasse personnellement la vérification, que mon frère le scelle et me l'envoie. Mon frère n'a certainement pas vérifié la cargaison d'or intérieur que mon frère m'a envoyée. Et ce ne fut qu'un délégué de mon frère qui le scella et me l'envoya. En effet, quand j'ai mis les 40 mines d'or qui m'avaient été apportées dans un four, pas même 10 me sont apparus. Donc là, c'est le procédé de purification de l'or, et donc voilà, la qualité n'y était pas, et il n'est pas possible que le pharaon ait laissé faire ça, donc voilà, c'est quand même mieux dit que la colère du roi de Katna de tout à l'heure, et on peut supposer donc qu'il y a un scribe qui a filtré le courroux du roi babylonien et qui l'a exprimé d'une façon qui était recevable. Et un des chefs-d'œuvre en matière de demande de présents et de promesses de réciprocité est constitué par cette lettre du roi mitanien Tushratta au pharaon, que mon frère m'envoie en très grande quantité de l'or qui n'a pas été travaillé, et que mon frère m'envoie beaucoup plus d'or qu'à mon père. Dans le pays de mon frère, l'or est aussi abondant que la poussière. Si abondant que soit l'or maintenant dans le pays de mon frère, fassent les dieux qu'il en acquiert 10 fois plus que maintenant. Que l'or que je demande ne soit pas une cause de peine pour mon frère, et que mon frère ne me cause pas de peine. Que mon frère m'envoie en très grande quantité de l'or qui n'a pas été travaillé. Tout ce dont mon frère a besoin pour sa maison, qu'il me l'écrive et qu'il le prenne, je lui donnerai 10 fois plus que ce que mon frère demandera. Ce pays est ton pays, et cette maison est ta maison. Et donc c'est sur cette belle demande que nous allons quitter le thème des cadeaux pour passer à la deuxième partie du cours, où il sera question non plus d'échange de biens, mais d'échange de femmes. Lorsque les rois concluaient une alliance, celle-ci était en effet souvent prolongée par un mariage interdynastique, un des rois donnant à l'autre une de ses filles, généralement pour qu'elle épouse un de ses fils. Ce genre de mariage est connu pendant les 3 millénaires de l'histoire mésopotamienne et les pratiques semblent avoir peu changé sur cette longue durée. Alors on peut montrer que ces mariages interdynastiques sont presque toujours liés à la conclusion d'une alliance. Et donc, quand on constate un mariage de ce genre et qu'une alliance n'est pas explicitement documentée, on peut en postuler l'existence. Autrement dit, pour l'historien d'aujourd'hui, les mariages dynastiques peuvent fonctionner comme des sortes de révélateurs d'alliances non autrement documentées. Alors au 3e millénaire, on a une pratique de mariage dynastique qui est tout à fait bien attestée par les archives d'Ebla, et Maria Giovanna Biga a consacré plusieurs études à ce sujet. Je mentionnerai juste un des mariages les plus glorieux. On voit une fille du dernier roi d'Ebla, qui était fille du roi et de la reine en titre, et non pas d'une femme de second rang, qui était nommée Keshdout, et qui a été donnée en mariage au fils du roi de Kish, qui était à l'époque la cité qui dominait la Babylonie, bien avant que Babylone ne joue un rôle important. Et on a d'autres exemples. Le problème, c'est que pour ces hautes époques, la documentation est essentiellement constituée de textes de comptabilité. Et donc, si je me mets à vous énumérer les différentes sortes de textiles dont personne ne comprend très bien à quoi ils pouvaient ressembler, avec les noms des filles des rois d'Ebla données en mariage à l'étranger, ce serait vite fastidieux. Et donc, je vous propose qu'on s'étende davantage sur le 2e millénaire, parce que là, on a une documentation plus variée et vivante. Alors,
Je vous rappellerai d'abord, pour l'époque paléo-babylonienne, ce que nous avons dit lors du 4e cours, à savoir que le mariage n'impliquait pas la mise par écrit d'un contrat. Et j'ajouterai qu'il n'existe à ma connaissance aucun contrat de mariage qui concerne des personnes de sang royal. En revanche, on a des textes de comptabilité qui ont une fois encore l'avantage d'être datés et qui sont complétés par de nombreuses lettres dépourvues de date, mais beaucoup plus vivantes, bien entendu. Alors, un exemple de mariage explicitement lié à la conclusion d'une alliance, eh bien, elle figure dans les archives de Shemshara, où on a cette lettre d'un certain Wani au roi local Kouwari concernant ta fille, à propos de laquelle tu m'avais écrit « Donne-moi ta fille » ou alors « Laisse-moi te donner ma fille ». Eh bien maintenant, accorde donc ta fille, sous-entendu en mariage, pour mon fils, afin qu'une alliance ininterrompue soit établie entre nous. Et là, il y a cette idée intéressante que par le biais du mariage, eh bien, on va franchir les générations, puisque les enfants nés de cette alliance, évidemment, appartiendront aux deux dynasties. Le dossier de loin le plus nourri, c'est celui des filles du roi de Mari, Zimrilim, qui a pratiqué une politique matrimoniale très active. Lui-même avait épousé Shiptou, la fille du roi d'Alep Yarimlim, et de son épouse Gachéra, relativement au début de son règne à Mari, mais avant de monter sur le trône de Mari, il avait eu d'autres épouses qui lui avaient donné de nombreuses filles, et donc ce sont ces filles qu'il a données en mariage à ses vassaux. Alors voici une liste, on voit qu'il y a à la fois au début du règne des sœurs de Zimrilim qui sont données en mariage, et puis ensuite toute une série de filles à différents rois alliés de Zimrilim. La grande chance de l'historien, c'est que ces filles, une fois devenues reines, ont écrit des lettres à leur père, le roi de Mari, ou à d'autres personnes de la cour, comme le secrétaire du roi, et ces lettres nous sont parvenues. Elles ont été publiées en bonne partie en 1968 dans le tome 10 des Archives royales de Mari, d'autres par la suite, des joints ont pu être faits aussi, et tout cela a donné une bibliographie assez importante, et on comprend de mieux en mieux le détail des différents dossiers. Alors on a un cas très intéressant qui a été traité par Nele Ziegler dans son article sur les enfants du palais. Ce sont les anciens d'une ville, malheureusement non identifiée, qui soulignent qu'une alliance a été renouvelée entre le royaume auquel ils appartiennent et le royaume de Mari, et ils souhaitent que cette alliance soit prolongée par un mariage dynastique. Et donc Zimrilim, qui est le protecteur du jeune roi qui venait de monter sur le trône, devait lui donner une de ses filles en mariage. Je cite le texte. « Cette maison-ci, depuis toujours, est ta maison. La frange Sisictoum de cette maison-ci est liée à ta frange Sisictoum. Présentement, notre Seigneur a fait prêter un serment par les dieux à ses serviteurs en ces termes. Installer l'héritier sur le trône. À présent, nous venons d'installer l'héritier, ton fils, sur le trône. » Alors attention, ici, ton fils, il faut le comprendre au sens métaphorique et non pas fils par le sang, bien entendu. « Nous tiendrons le pan de ton habit, donc nous te resterons fidèles. Donne une jeune fille, ta fille, au jeune garçon, ton fils, afin que cette maison soit ta maison exactement comme auparavant. » Donc la fille sera vraiment la fille de Zimrilim, et on n'a pas de cas d'inceste à l'époque dans le Proche-Orient. Donc le jeune garçon, ton fils, ça veut dire ton vassal fidèle. Il y a un cas limite qui est offert par le roi d'Ilan Tsura, nommé Hayasumu. C'est un souverain qui a joué un rôle très important dans le bassin supérieur du Habour durant les 2 premiers tiers du règne de Zimrilim, et nous savons qu'il a épousé 2 filles du roi de Mari, Shimatoum et Kirou. On sait en effet qu'à l'époque, un souverain pouvait avoir 2 épouses principales, sans parler des concubines. Et ce double mariage a été ressenti par les contemporains comme une marque de faveur exceptionnelle de la part du roi de Mari, comme le fit remarquer le commandant de la garde locale, qui s'appelait Yamtsoum. Il écrit à Zimrilim ceci. « Alors je me suis levé et j'ai dit à Hayasumu, « Devant ta faute, tu ne dis pas « c'est ma faute ». Ne sais-tu pas que là où mon seigneur, donc le roi de Mari, met son emprise, c'est le salut ? Depuis que Samsi-Adou est mort, il y a 4 rois puissants,
mais ils n'ont pas épousé 2 filles de la lignée de Yardunlim. Présentement, des filles de Monseigneur, tu en as épousé 2. Or, tu as proféré des sarcasmes à l'égard de Monseigneur. Ne sais-tu pas que, sans troupes alliées, à la porte d'Andarig, Monseigneur a chassé le roi d'Eshnouna, un roi puissant? Pourquoi profères-tu des sarcasmes à l'égard de Monseigneur? Ne sais-tu pas que la lance de Zimrilim et des Hanéens est plus forte que celle du pays tout entier? Donc là, il y a bien l'idée que la fidélité doit rester d'autant plus étroite que cette alliance a été renforcée par un double mariage. Encore une fois, une chose qui est jusqu'à présent sans parallèle. Alors, parmi les mariages dynastiques qui doivent être consécutifs à une alliance qui ne nous est pas explicitement connue, on peut citer le cas de Chalurtum. On a retrouvé en effet à Uruk, dans le palais de Sinkashid, un scellement avec le sceau de cette femme qu'il a décrit comme fille du roi Sumulael, donc, qui est le roi de Babylone, et épouse du roi Sinkashid, donc le roi d'Uruk. Il y a des textes postérieurs qui font état de l'ancienneté des bonnes relations entre Uruk et Babylone, mais nous n'avons pas d'autres allusions précises à une alliance qui aurait été conclue entre Sumulael et Sinkashid, donc respectivement les fondateurs des dynasties de Babylone et d'Uruk, et grâce à ce sceau qui nous rapporte ce mariage, on peut en supposer l'existence. Un autre cas, c'est celui des relations entre Samsiadou et le roi de Katna, Ishriadou. On n'a pas directement de texte qui nous montre la conclusion de cette alliance, tout simplement parce qu'elle a dû s'opérer avant que Yasmaradou, installé à Mari, n'ait acquis suffisamment d'importance pour que, dans sa correspondance, on voit des allusions aux événements politiques importants. Mais Yasmaradou a bel et bien épousé une princesse originaire de Katna, et peu après le mariage, le roi de Katna, Ishriadou, écrivit donc à son gendre cette lettre « J'ai donné à tes bras ma chair et ma progéniture, celle qui est ta servante, puisque c'est ainsi que les épouses étaient désignées à l'époque, je suis navré de devoir le dire, mais c'est comme ça, celle qui est ta servante et que je t'ai donnée, que la divinité lui fasse trouver grâce à tes yeux. » Insistance. J'ai donné à tes bras ma chair et ma progéniture. Cette maison-ci, donc Katna, est devenue ta maison, et la maison de Marie est devenue ma maison. Et ensuite, on enchaîne sur le thème des échanges de présents. Écris-moi pour le désir que tu peux avoir, que je te le donne. Alors, il faut ensuite mentionner un certain nombre de cas particuliers. D'abord, des problèmes de vocabulaire, en rappelant que l'absence d'articles définis ou indéfinis, tant en sumérien qu'en akkadien, entraîne une ambiguïté du vocabulaire qui, pendant longtemps, était restée inaperçue. Aussi bien donc en sumérien Dumunus Lugal qu'en akkadien Marat Charim peut se traduire aussi bien fille du roi que fille de roi. Ce qui veut dire qu'une femme qui est décrite ainsi, elle peut être la fille du roi actuel, mais elle peut être aussi la fille de son prédécesseur. Autrement dit, elle peut être la sœur du roi qui occupe le trône. Et donc ceci, évidemment, complique le travail de l'historien parce qu'il faut essayer de retrouver quels peuvent être les liens par le sang qui unissent telle ou telle femme donnée en mariage avec le roi qui la donne à un de ses alliés. Deuxième cas, c'est celui des veuves. Que devenait la fille d'un roi si le vassal auquel elle avait été donnée en mariage venait à mourir? Eh bien, le cas est désormais documenté par une fille de Zimrilim nommée Inibshari. Elle a été pendant longtemps connue comme épouse du roi d'Ashlaka Ibaladou, mais Michael Guichard a pu montrer récemment qu'elle avait auparavant été donnée en mariage à Zakura Aboum, le roi de Zallouhan. Et ce dernier mourut 5 ans environ après son mariage avec Inibshari. Et donc c'est une fois celle-ci devenue veuve qu'elle a été à nouveau donnée en mariage à un vassal de Zimrilim, cette fois au roi d'Ashlaka. Et on va voir tout à l'heure que ça n'a pas du tout été un mariage heureux. J'y reviendrai dans un instant.
Si l'on passe maintenant à l'époque d'El-Amarna, eh bien, il y a une anomalie, c'est le fait que jamais le pharaon ne donne de fille à lui en mariage à ses alliés. Et la chose gênait les autres rois de l'époque, comme on le voit dans cette lettre acéphale que l'on pense avoir été écrite par le roi babylonien Kadashman-Enlil au pharaon Amenophis III. En outre, toi, mon frère, quand je t'ai écrit à propos de mon mariage éventuel avec ta fille, tu m'as écrit en ces termes. Depuis toujours, aucune fille d'un roi d'Égypte n'est donnée à qui que ce soit. Pourquoi pas? Tu es un roi, tu fais ce qui te plaît. Si tu donnais une fille, qui aurait quelque chose à redire? Alors, c'est quelque chose de tout à fait intéressant de voir qu'il y a cette espèce de tabou. Et le roi babylonien fait semblant de ne pas comprendre. Savoir pourquoi ça fonctionne comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On le constate, l'expliquer est difficile. Je vous renvoie à l'article de Mayer dans le colloque édité par Cohen et Westbrook sur la diplomatie d'El-Amarna. Et je passe maintenant à l'époque néo-assyrienne, où les mariages entre souverains et fils de souverains sont attestés. On a par exemple le roi des Scythes qui a envoyé un message à Assaradon réclamant l'envoi d'une princesse. Alors Assaradon, c'est quelqu'un de très pieux, il ne bouge pas le petit doigt sans consulter les dieux, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver les devins et il dicte une question oraculaire, et puis ensuite on va poser la question aux dieux, et on a retrouvé le texte de cette question. Assaradon, roi d'Assyrie, doit-il lui donner, donc au roi Scythe, une princesse en mariage? Est-ce que Bartatoua, roi des Scythes, parlera de façon véridique et sincère de paix avec Assaradon, roi d'Assyrie? Sera-t-il fidèle aux adés d'Assaradon, roi d'Assyrie? Agira-t-il d'une manière qui plaira à Assaradon, roi d'Assyrie? Et là, vous voyez très bien le lien extrêmement étroit qu'il y a entre la conclusion de l'alliance et le mariage. Ça forme un seul bloc. Ces mariages entraînaient des échanges de biens, et pas seulement donc des échanges de femmes, avec d'une part une dot et ensuite un contre-don. Donc ça, c'est quelque chose de général pour tous les mariages, qui n'est pas du tout spécifique aux mariages royaux. Le père attribuait à sa fille une dot qui est appelée Sheriktoum la plupart du temps à l'époque paléo-babylonienne, dans le Code d'Hammurabi Nudunnum et dans quelques autres documents. Et Jean-Marie Durand a pu montrer qu'à Marie, mais depuis on sait que ce n'est pas seulement à Marie, on pouvait avoir aussi le terme de Nidittum qui servait à décrire cette dot. Et puis on a la contrepartie, un contre-don qui est offert par la famille de l'époux au père de la mariée. Et ce contre-don est décrit par le mot terhatum. Alors le mot a été très longtemps discuté. Dans un premier temps, on a cru qu'il s'agissait du prix de la virginité, mais on a vu qu'il y a des cas de remariage de veuves où une terhatum est versée, donc ça ne marche pas. Par ailleurs, la question a été posée de savoir si on pouvait considérer que cette terhatum était une sorte de prix d'achat. La réponse est non, donc c'est un contre-don qui est effectué. Et ces échanges, donc, qui relèvent du droit coutumier, eh bien, ils s'appliquaient aux couples princiers de la même manière qu'au commun des mortels. Alors, pour l'époque paléo-babylonienne, les dots des filles de Zimrilim ont été étudiées par Bertrand Lafont il y a déjà une trentaine d'années, et depuis, j'ai pu identifier une dot supplémentaire. Toutes ces dots comportent une énumération qui est pratiquement identique, avec d'abord des bijoux en or et en argent, ensuite de la vaisselle en bronze, des habits et des étoffes, du mobilier en bois, et pour finir, du personnel. Et parmi le personnel, dans la dot de la princesse Shimatum, on relève quelque chose de tout à fait exceptionnel, à savoir une femme scribe. Il y a, en dehors de ces dots donc, qui ont l'air d'être standardisées en quelque sorte, quelquefois des choses beaucoup plus particulières.
Et on a dans le palais de Chouchara retrouvé une lettre qui mentionne un projet d'alliance entre Samsiadou et le roi des Gouti Indouché. Donc ce sont des archives qui ont été découvertes en 1957 lors des fouilles danoises du site de Chemchara. Et tout récemment, la fouille de ce palais a repris, donc vous voyez ce qu'il reste du tel, et la petite bande dans laquelle on peut encore retrouver ce qui a été fouillé et l'élargir. Eh bien, l'auteur inconnu de cette lettre commence par indiquer qu'on a un envoyé de Samsiadou qui a apporté à Indouché des présents en argent et en or, et il ajoute ceci. Il, c'est-à-dire Samsiadou, a écrit ainsi à Indouché. « Moi et toi, notre rencontre a été repoussée trop longtemps. Je veux faire une représentation de toi et une représentation de moi en or, telle que le frère embrasse le frère, littéralement tienne la nuque du frère. Je te donnerai ma fille, et comme dot pour ma fille, je veux te donner le pays de Chouchara. » Et puis ensuite, il y a « et le pays de », et puis malheureusement, ça se casse. Alors le terme de Charakoutoum, qui avait posé un problème à Jesper Eidem, est attesté à Marie comme variante de Cheriktoum, donc pas de problème, il s'agit bien d'une dot. Et c'est, sauf erreur de ma part, la seule fois où on voit un pays être donné en dot par un roi à une de ses filles. Et le commentaire de Jesper Eidem a porté par ailleurs sur la représentation à laquelle la lettre fait allusion. Alors, il ne comprenait pas comment les deux statues pouvaient s'embrasser, et il dit le geste diplomatique consistant à envoyer des statues en or, ou bien une statue avec les deux rois qui s'embrassent, n'est pas autrement attesté à cette époque, mais bien entendu rappelle des pratiques mentionnées dans les lettres d'El Amarna. Alors, il pense à des statues parce que le mot qui est employé, c'est tsalmoum. Mais tsalmoum ne désigne pas seulement des statues, ça désigne toutes sortes de représentations, et notamment des figures éventuellement sur un bas-relief. Donc il y a un texte publié par Jean-Marie Durand dans Florilegium Marianum 8 qui le montre très bien, et j'ai développé cette idée sur le sens de tsalmoum dans une note de Nabou. La lettre de Chemchara avait été commentée par Bertrand Lafont dans son étude de Amurou II de la manière suivante. L'un des intérêts de cette lettre, fort précieuse à plus d'un titre, est qu'elle peut être mise en relation avec une représentation figurée très proche de celle que Samsiadou décrit. Il s'agit du bas-relief sculpté sur le bassin rituel d'Ebla, qui est plus ou moins contemporain de cette lettre. On y voit deux dignitaires barbus, sans doute des rois, qui s'embrassent, la main de l'un étant levée vers la bouche de l'autre. Ce geste d'alliance, qui est donc désormais attesté d'Ebla à Chemchara, serait-il à mettre en relation avec le geste du Lipit Napishtim? Alors, le rapprochement est tout à fait intéressant, mais il faut bien entendu oublier la dernière phrase, parce que vous vous rappelez que le geste du Lipit Napishtim, c'est le geste symbolique que les rois font lorsqu'ils concluent une alliance à distance, et chacun, de son côté, touche sa propre gorge. Et ici, il n'est pas question donc de Lipit Napishtim. En plus, si on fait le rapprochement avec le texte de Chemchara, il est question de rois qui se tiennent par la nuque. Alors évidemment, le problème, c'est que la représentation est un peu maladroite, mais on peut penser que le bras passe derrière la tête du roi, mais ça aurait été très difficile de montrer comment la nuque était tenue. Donc, je pense que cette scène, en effet, peut tout à fait représenter la conclusion d'une alliance, mais d'une alliance lorsque les rois se rencontrent. Et donc, ça peut nous donner une idée de la représentation que Samsiadou envisageait de faire porter au roi Indouché. Simplement, ici, c'est en pierre. Samsiadou, évidemment, ne lésine pas sur les moyens et parle tout de suite d'or. Et de son côté, Jean-Georges Heinz a commenté un saut-cylindre dans la collection d'Euclair qui comporte une représentation un peu analogue. Vous voyez donc ici ces deux rois, et on voit comment chacun met sa main autour du cou de l'autre, et là, ça ressemble davantage, à mon avis, à ce que la lettre de Chemchara nous décrit quand il est question de passer la main derrière la nuque, malgré le caractère un peu
primitif de la représentation. Je vous rappelle qu'on a affaire à un saut-cylindre de toute petite taille. Alors, Heinz a commenté ce saut. C'est Pierre Amiet qui avait dit « ça pourrait très bien être une scène d'alliance, mais jusqu'à présent, personne n'a vu le rapport avec le texte de Shemshara ». Et donc Heinz nous dit que ce saut a été qualifié par Pierre Amiet d'unique et dont il écrit qu'il représente les deux rois s'embrassant aussi affectueusement que des époux. Alors, Heinz dit la comparaison affectueuse nous semble ici aussi erronée que la métaphore conjugale qu'elle introduit, car la corrélation des deux dossiers, textuels et iconographiques, leur co-occurrence géographique et chronologique, nous incite à voir ici plutôt une représentation du rituel de toucher de la gorge l'Ipit-Napishtim tel qu'il est mentionné dans les textes de Marie. Alors, même critique de ma part à l'égard de ce commentaire, mais non, ce n'est pas l'Ipit-Napishtim, d'abord parce que la nuque, ce n'est pas la gorge, et d'autre part parce que le l'Ipit-Napishtim se fait à distance. En revanche, évidemment, qu'on ait affaire à la conclusion d'une alliance telle que le texte de Shemshara l'a décrit, me semble tout à fait probable. Donc voilà comment l'iconographie peut être convoquée aussi. Alors cette digression étant faite, je reviens à la question des dons et contre-dons, et cette fois nous passons à la Terratum. On a un très joli dossier relatif à la Terratum de la princesse de Catna. Jean-Marie Durand, dans le volume 18 de la Lapo, a fait le point à ce sujet. Vous avez par exemple cette lettre de Samsiadou à son fils Yesmaradou. « Je vais prendre pour toi la jeune fille d'Ishriadou, donc pour qu'elle devienne ton épouse. La maison de Marie est de grande noblesse, tout comme la maison de Catna. Le contre-don est médiocre, que c'en est même une honte à le donner. Il n'y a que 5 talents d'argent en contre-don à donner à Catna. » Alors on pourrait trouver la phrase curieuse. En réalité, c'est parce que Samsiadou fait pression sur son fils pour qu'une partie des biens qui serviront à payer la Terratum soit prélevée sur les ressources du royaume de Marie et non pas donnée par Samsiadou lui-même. Donc, qu'est-ce que c'est que 5 talents d'argent ? Allez, tu passes à la caisse pour avoir ton épouse. C'est ça que nous dit la suite. Mais les archives de Marie ont l'intérêt de ne pas nous documenter seulement les mariages impliquant les familles royales de Marie. Parfois, lorsqu'on a des passages de messagers qui sont mentionnés, eh bien, on a des petites précisions, comme dans cette lettre publiée tout récemment. Sumurami, Catnéen et 2 Cabaréens, ses accompagnateurs, apportant 2 chevaux, de l'argent et des moutons qui constituent la terratum de la fille du sire de Cabra. Et donc, à partir de cette petite mention, on peut reconstituer toute une histoire. Le roi de Catna a donc obtenu que la fille du roi de Cabra, donc dans le Zagros, on est au debout du Proche-Orient, soit donnée en mariage à son propre fils. On ignore tout de la dot, mais on voit que depuis Catna, eh bien, il y a cette terratum qui est envoyée. À l'époque d'El-Amarna, là aussi, on a de nombreux dossiers, le plus riche étant celui de Tadourepa, qui est la fille du roi du Mitanni Tushratta et qui a été donnée en mariage au pharaon. Je vous renvoie au livre de Amanda Podani qui a décrit les choses d'une façon extrêmement vivante et plaisante, et je citerai simplement un passage de la lettre El-Amarna 19, donc adressée par Tushratta au pharaon. Lorsque mon frère envoya Mané son messager disant « Envoie ta fille ici pour qu'elle soit ma femme et maîtresse de l'Égypte », je n'ai causé à mon frère aucune peine et immédiatement j'ai dit « Certainement ». Celle que mon frère avait demandée, je l'ai montrée à Mané et il l'a vue. Quand il l'a vue, il l'a beaucoup admirée. Je l'amènerai en sûreté au pays de mon frère, que Shaouchka et Amon fassent d'elle l'image même des désirs de mon frère. Alors on remarque le vœu final qui associe la grande déesse Ourite au dieu soleil des Égyptiens dans une très belle formule. Je l'ai dit tout à l'heure, les rois du Proche-Orient ancien n'étaient pas monogames, et donc il était important, au moment de la conclusion d'un tel mariage, de fixer le statut de la nouvelle épouse. On vient de le voir dans la lettre que j'ai citée. Le pharaon disait à Tushratta « Envoie ta fille ici pour qu'elle soit
mon épouse, et maîtresse de l'Égypte. Donc il était question qu'elle exerce bel et bien la royauté. Et ce statut de reine, en acadien Charatutum, était quelque chose de très convoité. On a le cas de filles de Zimrilim, mariées à des vaisseaux de leur père, qui découvrent, en arrivant dans le palais de leur époux, qu'elles n'ont pas la place de premier plan qu'elles escomptaient, et c'est le moment, bien sûr, où revient sur la scène la malheureuse Inipshina, donc veuve de Zakura Aboum, qui arrive à Ashlaka et qui décrit à son père la situation, qui était loin d'être glorieuse. Maintenant, je suis entré à Ashlaka, et j'ai encore plus de sujets de mécontentement. L'épouse d'Ibaladou, elle seule, est reine, et les envois de la ville d'Ashlaka et des différentes cités, c'est toujours cette femme qui les reçoit. Quant à moi, il m'a placé à résidence dans le harem, et il me fait tenir les jougs dans mes mains comme une simplette. C'est toujours devant la femme, son épouse, qu'il prend sa nourriture et sa boisson. Constamment, mes yeux sont remplis de larmes et je ne peux desserrer mes lèvres. Il vient de renforcer sa garde sur moi. Autre chose, le renom de Monseigneur est très fort, mais moi, ici, je ne vois que sujet de mécontentement. Je n'ai pas reçu le récipient ni les 2 vases de luxe en or que Monseigneur m'a envoyés en retour chez Ibaladou. Donc il, c'est-à-dire Ibaladou, ne m'a pas donné le récipient ni ces vases de luxe. S'il aimait la personne de Monseigneur, alors il me désirerait, moi, ta servante. Et là, on voit le lien très fort qui est fait dans cette lettre entre l'attitude politique, d'une part, et le statut réservé à la fille de son allié, d'autre part. Inipshina raisonne ainsi, si Ibaladou la méprise, c'est parce qu'il ne se soucie guère du roi de Mari. Alors on pourrait se dire, elle surestime ses charmes et l'attrait qu'elle pouvait exercer sur le roi. Eh bien, la suite lui a donné raison, car en effet, Ibaladou a trahi Zimrilim et s'est rebellé contre lui peu de temps après. Donc, l'analyse politique de cette lettre n'était pas fausse. Et donc, cette importance du statut de la nouvelle épouse explique une lettre de réprimande que Samsiadou a adressée à son fils Yesmaradou. On en a beaucoup, mais celle-ci est particulièrement importante. Tu m'as envoyé une lettre au sujet de la fille d'Ishriadou, la femme qui t'est arrivée, donc la princesse de Katna. Il ne faut pas que tu mettes à exécution cette histoire de mise à l'écart, que tu lui fasses l'injure de la mettre au harem, que son père ne la prenne et que son cœur ne s'en irrite. Elle doit habiter dans ton palais, à Mari. Des rations, de quoi soindre et de la nourriture doivent lui être assignées. Il faut qu'on la voie partout, de sorte que son père, l'ayant appris, s'en réjouisse. Donc elle doit être mise au premier plan. Qu'on la voie partout, ça veut dire qu'elle doit accompagner le roi dans ses déplacements, dans ses réceptions, etc. C'est dans certains traités hittites que le statut de la nouvelle épouse est explicitement prévu, par exemple dans le traité de Suppiluliuma avec le roi du Mitanni, Shatiwaza, où le statut de la fille du roi hittite donnée en mariage est prévu. Shatiwaza, fils du roi, est vraiment roi dans le pays de Mitanni, et la fille du roi du pays de Hatti, donc du roi hittite, est vraiment reine pour le pays du Mitanni. Toi, Shatiwaza, tu peux avoir des concubines, mais aucune autre femme ne pourra se tenir au-dessus de ma fille. Tu n'admettras aucune autre femme à un statut égal au sien, et aucune ne pourra s'asseoir à ses côtés. Donc là aussi, on voit la même scène que celle qu'on avait vue à Ashlaka. Il y a la reine qui est à côté du roi, et quand celui-ci reçoit des présents de la part de délégations étrangères, eh bien, c'est la reine qui est à côté de lui. Alors, dans le cas de Shibtou, la princesse alépine que Zimrilim a épousée, il y a un problème qui s'est posé. Au moment du mariage, le roi d'Alep, Yarimlim, s'est inquiété de savoir où logerait sa fille qu'il donnait en mariage à Zimrilim, et on a donc ce rapport écrit par le devin Askoudoum à Zimrilim. Yarimlim m'a entrepris en ces termes. J'ai souvent entendu dire que les dieux sont puissants dans le palais. Où entreront donc les affaires de ma fille ? J'ai répondu, la maison de ta fille est excellente. Il a dit, que les affaires de ma fille soient déposées dans sa demeure, mais que ma fille réside chez son époux, et que 5 ou 6 jours, elle quitte le palais et qu'elle s'occupe de sa demeure. Maintenant, il faut que Monseigneur donne des instructions et qu'il sélectionne une demeure afin qu'on la prépare pour sa fille, de telle sorte que ses serviteurs, qui feront route avec moi, la voient et fassent rapport à leur seigneur, donc le roi d'Alep.
Pour l'heure, c'est de la bouche de Yarimlim. Ce que de la bouche de Yarimlim j'ai entendu, je viens de l'écrire à mon Seigneur. Et là, cette phrase est très intéressante parce que c'est rare que quelqu'un dise « je cite mot à mot les propos que j'ai entendus ». Et ceci me semble donner tout à fait raison à Jean-Marie Durand contre Wolfgang Heimpel. Jean-Marie Durand dit les 5 ou 6 jours où Chiptoo devra quitter le palais correspond à son impureté mensuelle, c'est clair. Alors Heimpel a dit mais non, on ne parle jamais de ça à l'époque, comment voulez-vous? D'abord la Bible est pleine d'allusions à ça, donc c'est pas quelque chose qu'on ne doit pas mentionner par écrit, d'une part, et d'autre part, le fait même qu'on nous dise ce que de la bouche de Yarimlim j'ai entendu, je viens de l'écrire, montre bien que Askoudoum aurait eu éventuellement la tentation de ne pas reproduire ses propos tels quels. Donc on voit bien maintenant la raison de cette situation, c'est que le palais de Marie a été construit au-dessus d'un édifice qui avait été décrit par Parrot comme le palais présargonique, mais dont la fonction religieuse semble avoir été très importante, sinon première. Et donc, à l'époque paléo-babylonienne, il ne reste plus dans le palais qu'une chapelle, qui est la chapelle de Belet Ekalim, la dame du palais, mais on voit bien que la présence de cette chapelle posait un problème, et donc la reine devait quitter le palais quelques jours par mois, et la fouille des années 1980 a permis de découvrir quel était le bâtiment où Chiptoo a résidé vers la fin du règne de Zimrilim, c'était le petit palais du chantier A. Alors, faute de temps, il y a quelques thèmes que j'aurais aimé aborder et que je ne peux pas faire. Donc, je vous mets de la bibliographie, la question du sort des reines étrangères quand la guerre éclate. On a des informations à ce sujet qui sont très intéressantes. La question aussi de savoir dans quelle mesure les reines étrangères ont apporté des pratiques cultuelles avec elles et dans quelle mesure celles-ci sont restées. Et puis, il y a un dernier point, bien sûr, c'est le fait qu'il n'y a pas seulement des épouses qui sont envoyées d'une cour à l'autre, on a aussi des musiciennes qui parfois sont des concubines. Là, on pourrait citer une affaire amusante où la reine d'Alep essaye d'obtenir que Zimrilim n'envoie pas une musicienne que son mari avait repérée, n'est-ce pas? Et donc, il y a tout un jeu qui est très amusant. On a aussi l'histoire du nouveau roi de Carchemish qui réclame des musiciennes à Hammurabi, et Hammurabi se moque de lui en disant « Mais comment? Il n'a pas hérité du harem de son prédécesseur pour qu'il soit là à mendier des musiciennes. » Donc, pour tout cela, je vous renvoie aux travaux de Nele Ziegler qui a commenté tous ces faits. Et donc, je voudrais insister en terminant sur un point, c'est le fait que, en effet, ces mariages interdynastiques ont eu une conséquence qui est que les familles royales avaient, en définitive, des liens de consanguinité qui n'étaient plus seulement fictifs, mais qui devenaient réels. Je vous remercie de votre attention.